C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'ouverture de la COP28 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Les enjeux climatiques pour le continent africain sont colossaux. Nous irons d'abord au Sénégal. Vous verrez que les projets de centrales solaires et éoliennes se multiplient. Et puis Audrey Racine, notre chroniqueuse environnement, nous fera un point sur les menaces qui pèsent sur les forêts du bassin du Congo. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a présenté mercredi le premier budget depuis son arrivée au pouvoir, le budget centré sur la sécurité et la croissance économique dans un contexte de forte inflation. Nous serons à Lagos dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, nous vous emmènerons en Côte d'Ivoire pour vous présenter un élevage très alléchant, celui d'escargots, mais pas n'importe lesquels, des escargots géants. Les détails à suivre. L'ouverture de la COP28, c'est aujourd'hui et le continent africain sera largement représenté. Le président kényan William Ruto, dont le pays est durement touché par le réchauffement climatique, se veut un porte-voix du continent. Mais d'autres chefs d'État seront présents, parmi eux Macky Sall, le président sénégalais. Son pays fait des efforts pour une transition énergétique renouvelable. Le Sénégal, qui multiplie les projets de centrales solaires et éoliennes, ne souhaite toutefois pas renoncer à l'exploitation de ces gisements gaziers récemment découverts. Hors de question pour Dakar de se passer du fossile. Reportage de Sarah Sako et Eliman Dao. Le parc éolien de Taïba Ndiaye, au nord de Dakar, la plus importante en Afrique de l'Ouest. Ces 48 turbines réparties sur 35 hectares permettent à la Sénélec, la Société nationale d'électricité, de fournir de l'énergie à plus de 2 millions de Sénégalais. Dans le mix énergétique du Sénégal, elle représente les 15%. Maintenant, les autres 15%, c'est du solaire, ce qui fait un mix de 30% sur le parc de Sénélec. Le Sénégal a levé près de 3 milliards de dollars en juin lors d'un sommet à Paris pour développer davantage de projets d'énergie verte. Le pays qui se fixe un objectif de 40% de renouvelables dans son mix énergétique en 2030 est devenu une référence dans la sous-région. Le Sénégal est en train d'aller vers les énergies renouvelables avec tant d'investissements. Nous aussi, tous les autres pays voisins peuvent aussi suivre cet exemple. Les énergies renouvelables sont vraiment les solutions qu'il faut pour nous amener vers un développement durable. Le Sénégal ne compte pas pour autant abandonner le fossile. Le président Macky Sall a récemment encore confirmé sa volonté de profiter des ressources pétrolières et gazières du pays. Dans les pays développés, il y a du charbon aujourd'hui, partout. Il y a du pétrole, il y a du gaz. Donc il ne faut pas qu'on subisse encore cette injustice climatique. L'enjeu principal pour nous, c'est de pouvoir exploiter nos ressources disponibles pour satisfaire nos besoins d'industrialisation. Près de 900 milliards de francs CFA de recettes sont attendus au Sénégal dès les 2 premières années de l'exploitation de son pétrole et de son gaz, selon le ministère de l'économie. Et à la COP était également présent le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Leur pays abrite une partie des forêts du bassin du Congo. On en parle justement avec vous, Audrey Racine. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors Audrey, vous ne cessez de le dire, il y a urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et pour maintenir la stabilité du climat, les forêts du bassin du Congo représentent des alliés de poids. Oui, parce que ces forêts sont souvent présentées comme le second poumon vert de la planète après l'Amazonie. Mais elles sont en bien meilleur état, moins endommagées pour l'instant par la déforestation, même si celle-ci s'est accélérée dans la décennie 2010-2020, soutenue par la demande des entreprises chinoises en bois. Plus d'un quart des 220 millions d'hectares de ce couvert forestier pourraient disparaître d'ici 2050. On estime qu'actuellement, elles représentent un stock de CO2 équivalent à 10 années d'émissions mondiales. Vous imaginez la catastrophe si ça disparaissait. À l'intérieur de ce bassin forestier, on trouve un écosystème essentiel à la séquestration du carbone, les tourbières, une zone humide qui s'étend sur plus de 145 000 km². C'est le plus vaste complexe de tourbières tropicales au monde. Et surtout, il renferme 30 gigatonnes de CO2, soit à peu près le total des émissions mondiales en 2010. Il faudrait donc mieux que cette réserve elle reste captive dans les tourbières.
Mais de nombreuses menaces pèsent sur cet écosystème. Déjà, le changement climatique qui en modifie l'équilibre hydrique en eau, l'exploitation pétrolière, le développement des réseaux routiers, la progression des surfaces cultivées. Mais tous les pays d'Afrique centrale ont signé la convention de Ramsar qui protège les zones humides comme les tourbières. La question du financement de ces écosystèmes, tourbières et forêts, se pose. Elle s'étend, cette forêt, sur 6 pays. Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Guinée équatoriale et Gabon. Partout, il faut lutter contre la déforestation illégale et l'exploitation illégale aussi. Ça demande des moyens. Ces pays doivent aussi s'interdire d'exploiter en excès, ce qui représente une ressource aussi, puisque le bois, ça coûte cher, et d'exploiter aussi les sous-sols de ce couvert forestier précieux. Alors ce financement a été au centre du One Forest Summit à Libreville en mars dernier, Audrey. Oui, le président français avait annoncé un fonds de 100 millions d'euros pour, je cite, la protection des réserves vitales de carbone et de biodiversité pour éviter de la déforestation donc. Avant cela, le Gabon avait été le premier pays africain à être rémunéré pour la protection de sa forêt dans le cadre d'une initiative qui avait été portée par la Norvège. Il s'était engagé à l'époque à sanctuariser 30% de son territoire, mais en échange de contreparties financières. Le système de crédit carbone pour monétiser les services que rendent à la planète ces écosystèmes africains a été écarté à Libreville parce qu'il est très critiqué au niveau mondial sur son système de base. La plupart des crédits carbone sont en réalité sans effet sur une quelconque réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ça partout. Alors de façon plus locale et sans doute plus efficace, il faut que les populations qui vivent de ces forêts, à leur contact, reçoivent les moyens financiers mais aussi logistiques, en connaissance, pour continuer à profiter de ces ressources, mais sans les endommager. La pression démographique dans cette région du bassin du Congo a poussé les habitants à grignoter la forêt pour de l'agriculture sur brûlis ou pour faire du charbon de bois. Une déforestation de la pauvreté particulièrement forte en République démocratique du Congo, qui a donc besoin de fonds pour une transition écologique. Merci beaucoup Audrey pour votre décryptage. Alors que la COP28 est réunie à Dubaï, la Corne de l'Afrique continue à subir les affres du réchauffement climatique après une période de sécheresse intense, les pires depuis 40 ans. Des pluies diluviennes et les inondations ont fait plus de 2 millions de déplacés, près de 300 morts. Ces pluies torrentielles et ces inondations sont liées au phénomène climatique El Niño. On part à présent en Ouganda. 17 personnes sont mortes de l'anthrax. Les autorités cherchaient depuis plusieurs jours la bactérie à l'origine du décès de plusieurs personnes au sud du pays. Une maladie très rare d'origine animale que le gouvernement ougandais affirme à présent maintenir. Les précisions dans la région de Clément Diroma. Au moins 40 personnes ont été infectées et 17 sont mortes suite à une épidémie de fièvre charbonneuse à 180 km au sud de la capitale ougandaise. Plus connue sous le nom anglais anthrax, cette bactérie était présente dans la région depuis octobre et les autorités enquêtaient sur ce qui n'était alors qu'une mystérieuse maladie. Le gouvernement affirme aujourd'hui maîtriser l'infection qui se transmet des vaches, chèvres et moutons vers l'homme et provoque en quelques semaines des infections de la peau et des poumons. Si ces symptômes ne sont pas traités, ils deviennent vite mortels. Le Centre africain pour la surveillance des maladies, le CDC, avait pourtant il y a quelques jours éliminé la thèse de cette fièvre avant que de nouvelles analyses ne viennent confirmer sa présence. Il faut dire que les autorités sanitaires de Kampala sont constamment en alerte après la dernière épidémie d'Ebola il y a un an qui a tué 55 personnes. La campagne électorale qui se poursuit en République démocratique du Congo. Les 26 candidats sont en campagne, notamment dans l'est du pays. Là-bas, les attentes sont énormes. Les populations souffrent de la violence des groupes armés, de la résurgence des rebelles du M23, une situation sécuritaire responsable de graves crises humanitaires. Martin Fayoulou était à Goma ce jeudi pour un meeting où il a justement dénoncé l'inefficacité de l'état de siège. Écoutez. A noué des relations avec M. Paul Kagame pour déstabiliser l'Est du Congo. Par le canal de Kagame, il a amené notre pays à Eastern African Community, EAC. Est-ce qu'avant, nous étions dans l'EAC? Mais pourquoi il a amené le Congo dans l'EAC? Est-ce qu'un pays sérieux sous-traite sa sécurité?
Le premier budget de Bola Tinubu depuis son arrivée au pouvoir, le président nigérian l'a présenté ce mercredi, un budget centré sur la sécurité et la croissance économique dans un contexte de forte inflation. La correspondance à Lagos de Chinwe Osondu. Selon le président Ahmed Bola Tinubu, ses prévisions de taux de croissance économique pour le Nigeria pour 2024 se lèvent à 3,7%. Et également, il espère que l'inflation va se modérer et son estimation est un peu supérieure à la prévision mondiale. Et également, pour lui, il centralise son budget pour 2024 tout autour de bâtir une base solide pour un développement durable pour le Nigeria. Et également dans son budget qui relève beaucoup de préoccupations, surtout sur la production pétrolière qu'il a estimée à 1,7 million barils par jour. Par contre, depuis 2022, nous avons une production journalière de 1,2 million de barils. Et selon, est-ce que cette augmentation est vraiment obtenable dans le contexte où il y a tellement des raffineries illégaux et puis du vol, du brut qui s'accentue au Nigeria. Et pour la Banque mondiale, ces prévisions sont vraiment difficiles à obtenir. L'homme dans la rue, certains hommes dans la rue pensent que ce budget est obtenable et faisable, mais pour d'autres, ce serait difficile, mais ils préfèrent vraiment juger le maçon au pied du mur. Allez, avant de se quitter, un sujet un peu baveux. Je vous emmène en Côte d'Ivoire, où l'élevage de l'escargot géant est un commerce très lucratif, car non seulement l'escargot en sauce, c'est pas mauvais, mais aussi parce que dans l'escargot, tout s'utilise, de la coquille à la bave pour les produits cosmétiques. Laurent Berstécher. Enfoui au milieu des feuillages, ce gastéropode dodu est la nouvelle poule aux œufs d'or des producteurs ivoiriens. Très prisé par les consommateurs, l'escargot géant peut peser jusqu'à 800 grammes et pondre des centaines d'œufs à chaque accouplement, en faisant un animal d'élevage idéal et extrêmement rentable. L'élevage d'escargot est moins coûteux, il n'exige pas de produits vétérinaires, donc c'est moins coûteux, c'est facile, c'est naturel, c'est bio. Originaire des forêts humides d'Afrique, l'escargot géant est aujourd'hui menacé par la déforestation. Mais en Côte d'Ivoire, il représente une industrie en plein essor, avec pas moins de 1500 fermes d'élevage dans le sud du pays. Et dans l'escargot, rien ne se jette, ni sa coquille, dont la poudre sert à produire des cosmétiques, ni sa bave, utilisée dans la fabrication de savon et de gel douche. La bave d'escargot hydrate la peau, elle hydrate, elle améliore le teint et elle ralentit le vieillissement de la peau. Mais à l'instar de son cousin européen, l'escargot géant est avant tout prisé pour sa chair, dégustée en sauce ou en brochette. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Elom Toblé. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.